Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Mounier de l'Agence régionale de développement économique ADOC. Bienvenue sur ce webinaire dédié au management de l'innovation et plus précisément sur comment on peut structurer une cellule innovation et faciliter l'émergence d'idées en entreprise. Je voudrais bien sûr remercier au départ tous les personnes qui sont connectées pour nous écouter et remercier aussi les personnes en interne à Adoc qui m'ont aidé à préparer ce webinaire et bien évidemment remercier aussi les deux intervenantes qui parleront de leur retour d'expérience dans ce domaine. Alors, concernant le webinaire, il y a bien évidemment quelques règles. Tous les participants sont en mode muet pour éviter les nuisances sonores. Vous aurez la possibilité de poser des questions via l'outil chat qui est dans votre panneau de configuration. Si vous avez un souci, il faut cliquer sur la flèche rouge pour que le panneau de configuration apparaisse s'il n'est pas apparu, de façon à pouvoir accéder à l'outil chat. Nous prendrons des questions au fur et à mesure, mais nous les traiterons à la fin des 3 interventions. Vous aurez la possibilité aussi d'accéder, je pense, d'ici quelques heures après, à un questionnaire de satisfaction. On vous remercie, s'il vous plaît, de le remplir et de nous le renvoyer. Et la vidéo du webinaire sera disponible par la suite sur le site web de l'agence. Le programme est donc décrit sur ce slide. Nous commencerons donc par une présentation rapide de Adoc, avec après en pratique comment l'agence s'est saisie de cette problématique et travaille sur ce domaine en s'appuyant sur un référentiel ISO qui est né en 2019. On aura après donc un retour d'expérience de Pascaline Riveng de la société Exen qui a mis en place une cellule innovation et des actions de stimulation d'idées. Nous aurons après une intervention d'Alexandra LHM de la société BloomUp qui développe des outils d'idéation et qui fait de la gestion du coût, qui permet la gestion de projets innovants et le suivi de KPIs. Et la société BloomUp travaille avec la société Accent. Et nous aurons un petit moment concernant les questions et réponses, comme je vous l'avais indiqué. Très rapidement, une présentation d'ADOC. ADOC, Agence régionale de développement économique de la région Occitanie. On va dire une présidente, donc Carole Delga, et une double ambition, c'est faire connaître le territoire Occitanie à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau national et au niveau international. C'est aussi accompagner les entreprises pour créer de la valeur et de l'emploi, et à chacune des étapes de leur vie. Nous avons des équipes qui peuvent travailler sur l'ensemble des briques que vous voyez en bas de la slide. De façon très concrète, vis-à-vis des entreprises, comme je le dis, un pôle attractivité, nos métiers, un pôle attractivité où on va aller avoir des équipes qui vont essayer d'amener faire la prospection pour amener des investisseurs, faciliter l'implantation de nouvelles entreprises. On a des équipes aussi qui travaillent sur l'export et la conquête des marchés et plus particulièrement de la prospection d'acheteurs et de la promotion des savoir-faire et des produits des entreprises avec la marque très réputée que nous connaissons tous qui s'appelle Sud de France. Nous avons des équipes qui sont dédiées à la croissance, c'est-à-dire que là, on est dans l'endogène. L'entreprise cherche d'abord à se créer, à se développer, et éventuellement à faire de la levée de fonds. Dans ce cadre-là, ces équipes répondent à cette problématique. Je reviendrai sur l'innovation un peu plus tard. Et je voudrais simplement dire aussi, bien évidemment, que l'Agence régionale de développement économique ne travaille pas toute seule. Elle a un métier d'animation de réseau. Pour être connecté à l'ensemble de l'écosystème, vous avez un ensemble de partenaires comme la chambre de commerce, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers ou des partenaires un peu plus, on va dire, par exemple, pour l'innovation, un peu plus technique, comme les pôles de compétitivité, les centres techniques, les laboratoires de recherche. Nous animons donc pas mal de réseaux, celui du développement et des développeurs économiques en collaboration avec la région, celui de l'innovation, celui de la transmission reprise, celui des pépinières. Il y a tout un métier autour de l'animation des réseaux. Et puis, nous avons une présence dans les territoires, c'est-à-dire que nous sommes implantés dans chacun des territoires. On a une direction territoire qui fait que nous sommes auprès des entreprises dans tous les territoires de notre région. Voilà. En ce qui concerne l'innovation, maintenant j'y viens un peu plus précis, c'est quand même l'objet de notre démarche. En gros, le chargé de mission de la direction innovation, on va dire qu'il a 2 jambes et une tête. La première jambe, elle est surtout pour travailler sur le présent. Et travailler sur le présent, c'est quoi? C'est être dans les entreprises
pour structurer les projets d'innovation. Et quand on parle de structurer des projets d'innovation, ça fait à peu près une douzaine d'années que les agences régionales d'innovation sont nées. Et donc, nous avons des outils de diagnostic qui nous permettent de diagnostiquer des projets d'innovation sur différents volets, les volets techniques, les volets juridiques, les volets économiques, les volets managériaux, notamment lorsqu'on a affaire à des projets collaboratifs. Ça nous permet donc bien évidemment de travailler à l'entreprise avant qu'elle lance ce projet et ça vise à réduire les risques. Et en parlant de risques, bien évidemment, la porte d'entrée naturelle de notre agence, c'est effectivement l'orientation vers les financements de l'innovation. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, l'orientation vers ces financements est vue surtout par le biais d'une réduction du risque financier porté par l'entreprise. Nous avons un deuxième métier dans le présent et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la transformation des entreprises. J'y viendrai un petit peu plus tard. Et le deuxième jambe, je disais qu'on avait 2 pieds, 2 jambes et un cerveau au milieu. La deuxième jambe, c'est penser le futur. On demande au chargé de mission de la DOI de travailler avec l'ensemble de son écosystème à mesurer les futurs enjeux de la région, regarder où sont nos forces et nos faiblesses et construire les grands projets structurants qui seront nécessaires pour le développement économique régional. Donc nous avons ce qu'on appelle la stratégie régionale de l'innovation que nous animons et nous avons après un peu plus spécifiquement ce qu'on a appelé des filières du futur sur lequel si vos entreprises peuvent être intéressées par ces thèmes, ne pas hésiter à venir se connecter. On est en train de monter ces écosystèmes. Donc il y a le véhicule autonome et connecté, excusez-moi, l'éolien flottant, l'hydrogène et la cybersécurité. Voici nos filières. Je ne vais pas les commenter forcément, c'est des filières normales, et l'offre de transformation des entreprises. Donc là, c'est ce qui nous préoccupe un peu plus aujourd'hui à travers ce webinaire. Vous voyez apparaître donc des cycles avec un certain nombre d'offres qu'offre l'agence pour les entreprises dans le domaine de la transformation. Alors, on parle beaucoup de transformation, alors je ne vais pas les citer, mais je vais en citer management innovation, marketing, innovation digitale, je ne les cite pas tous. On parle beaucoup de transformation parce qu'il s'agit là, on ne travaille plus sur un projet d'entreprise qu'on va structurer, on va aller impacter l'organisation de l'entreprise. Et ça, c'est très important parce que c'est une autre démarche que celle vraiment d'être quelqu'un qui vient donner un appui à un projet. Alors, j'attire votre attention simplement que sur l'offre transformation digitale, il y a eu un webinaire, je pense que c'était il y a une dizaine de jours. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par ce thème, le récupérer sur le site de l'agence. Et vous avez aussi, sur la transition écologique, il y a eu 2 webinaires qui se sont passés récemment, menée par Christelle Guillon, une sur l'économie de la fonctionnalité et sur l'éco-conception, si jamais ça vous intéresse. Bon, les chiffres clés, ce qui est important surtout, c'est de retenir que notre agence, lorsqu'elle travaille, lorsqu'on dit qu'on travaille sur la structuration de projets, regardez, c'est quand même 600 projets qu'on rencontre pratiquement chaque année, ce qui veut dire qu'on bénéficie d'un retour d'expérience qui est très très important sur l'accompagnement de projets d'innovation et leur structuration. Venons-en au thème d'aujourd'hui. Que vient faire à l'agence ad hoc dans ce thème présentation, la démarche management l'innovation? Eh bien, cette démarche, elle date il y a maintenant d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on était quelques précurseurs à penser qu'effectivement, il y aurait un intérêt à travailler avec les entreprises, non plus sur structurer leurs projets, mais véritablement essayer de concevoir ce qui est, comment on peut améliorer sa capacité à innover. Et ce qu'on a vécu, c'est pendant une dizaine d'années, on a suivi l'émergence de la norme ISO 56002 qui est sortie en 2019. On a eu la chance de suivre cette norme management d'innovation à travers la présence de 2-3 personnes que nous connaissions très bien qui étaient dans le groupe ISO. Il y avait la présidente de l'ISO était une Airbusienne, une personne donc de Toulouse, et on avait 2 autres personnes qu'on connaissait qui travaillaient et qui nous amenaient un petit peu d'informations par rapport à justement plein d'éléments autour de cette norme ISO, puisque ça s'est passé bien évidemment au niveau international, de voir comment ça évoluait et comment les différents pays pouvaient interpréter ou en tout cas se rassembler pour pouvoir définir une norme globale ISO sur ce sujet. Je suis obligé de faire un petit cadre là-dessus, puisque ça, c'est la base. En fait, lorsque vous avez cette norme management innovation, elle a amené à redéfinir certaines choses. Voilà. Et là, vous avez la dernière définition de l'innovation, celle qui est sortie dans la partie terminologique de la norme management innovation. Vous voyez donc il y a 2 mots-clés, entité et valeur. Hein, c'est les 2 mots-clés que vous voyez sur le slide, avec la définition de ce que peut être une entité et ce que peut être une valeur. Et vous voyez les caractéristiques très larges et très ouvertes maintenant de la définition d'innovation. Hein. On est vraiment sur des bases très, très, très larges dans ce domaine. En gros, pourquoi? Donc, en fait,
Pourquoi on veut manager l'innovation? On veut manager l'innovation, c'est pour favoriser, comme j'ai dit, la capacité innové, favoriser l'émergence et le développement régulier d'innovation. Et on veut, comme un peu, je dirais à Fort Boyard, innover régulièrement, innover plus vite, innover partout, innover mieux, innover ensemble. Et c'est ça qui est important dans cette démarche, c'est qu'on va partir sur ces bases-là pour pouvoir construire cette logique de manager l'innovation. Bien évidemment, il y a des principes qui vont être fondamentaux. Et ces principes, il faut s'y attarder un petit peu. On a dit tout à l'heure la création de valeur. On y reviendra avec le processus projet innovant. Il y a les dirigeants tournés vers l'avenir. Bien évidemment, il faut que les dirigeants marquent véritablement l'intention de développer cette activité au sein de l'entreprise. Bien évidemment aussi, il faut une orientation stratégique. On ne peut pas travailler ou faire travailler une cellule innovation sans lui avoir donné une stratégie. Et cette stratégie s'appelle la stratégie innovation, j'y reviendrai. Il y a aussi une notion de culture. Il faut qu'on fasse passer à l'intérieur de l'entreprise la notion de attention, on a besoin de tout le monde pour être innovant. Il y a aussi cette notion d'exploitation de signaux faibles. Ça, c'est généralement ce qu'on tourne autour de la veille, c'est-à-dire la capacité de détecter et d'exploiter des éléments d'information qui vont nous arriver à un moment, qui vont permettre, on va dire, de trouver des nouvelles sources ou de trouver des nouvelles idées pour développer de l'innovation. Il y a de la gestion de l'incertitude. Et oui, nous sommes dans l'innovation et il est normal que le risque soit présent et donc il va falloir gérer l'incertitude. Il y a de l'adaptabilité, il faut être souple. Il faut pouvoir être en capacité dans la simulation de faire plein de choses. On y reviendra aussi dans l'intervention. Et puis, il y a cette approche, bien évidemment, que tout le monde connaît quand on parle d'une norme de management, c'est l'approche systémique. Pareil, on fera juste un petit retour là-dessus. Un aspect fondamental du management d'innovation, le processus projet d'innovation. Alors, le processus projet d'innovation, j'ai mis deux exemples un peu caricaturaux, bien évidemment. Le premier avec un aspect un peu séquentiel, on passe d'une étape à une autre de l'idée jusqu'à la fin. Et le second, en fait, où vous voyez intention-valeur, qui est vraiment celui qui a été déterminé dans le cadre de l'ISO 56002, qui est beaucoup plus, on va dire, flexible, adapté et qui permet en fait de retracer beaucoup plus la vie finalement d'un projet où vous partez, bon, bien évidemment, d'une idée, puis il y a des concepts, on les valide, on revient en arrière éventuellement, on développe, on déploie. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours encadré par l'intention. Il faut qu'on trouve des idées et la valeur, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel véritable que l'on peut obtenir à la fin. Alors, il faut savoir, pour l'anecdote, que ce processus projet innovation, quand vous les travaillez avec, par retour d'expérience, ben, c'est très rare d'avoir le même dans chacune des entreprises. À l'heure actuelle, on en a travaillé quand même quelques-uns et on s'aperçoit que chaque entreprise a son propre processus et ce qu'il y a de très, très important, bien évidemment, c'est s'adapter à cette démarche, mais c'est surtout que ce processus soit partagé par l'ensemble de la direction. Il faut que la direction soit bien, comment dire, sensibilisée à voilà les étapes qu'on a choisies dans notre processus projet innovant pour que lorsqu'on va discuter lors d'un comité projet ou des choses comme ça, on sache véritablement que tout le monde soit bien au même niveau en termes de partage d'informations. C'est très très important que cette culture soit faite. Alors nous sommes bien évidemment sur un système de management, ce qui veut dire que vous voyez au cœur intention, valeur, processus, projet, d'accord, que je viens de vous citer avec le petit cadre opération 8. Et vous allez rencontrer un petit peu, bien évidemment, autour de ça, je le détaillerai un tout petit peu plus tard, le contexte de l'organisation, hein, le leadership, comme on a déjà un petit peu parlé lors des points fondamentaux. Et puis, vous allez retrouver, bien évidemment, tout ce qui va être le support et tout ce qui va être le PDCA, c'est-à-dire comment on évalue les performances, comment on planifie, comment on améliore le système. C'est un système de management. Bon. Donc ça, c'est une diapositive qui tente à juste expliciter le système de management tel qu'il est mis en avant. Alors, que vient faire l'agence et que fait l'agence ad hoc dans ce monde un petit peu particulier du management d'innovation? Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de la structuration de projet. Et je vous ai dit, on commence tous par des diagnostics parce que ça nous permet de regarder un petit peu, de faire un état des lieux. Et nous sommes équipés d'outils de diagnostic du management de l'innovation pour l'entreprise depuis à peu près 3-4 ans, que nous appliquons dans certaines entreprises pour justement pouvoir faire un état des lieux, faire des préconisations d'amélioration, des propositions éventuelles de plan d'action, des séances de travail, et bien évidemment, lorsque certaines séances de travail sont nécessaires, on lit ça avec des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées dans leur domaine
Je citerai Alexandra Elachem tout à l'heure, puisqu'elle est dans ce domaine-là de l'idéation. Vous verrez, c'est donc typiquement ce genre de choses que l'on peut faire lorsqu'on a des briques, j'y reviendrai un peu plus pointues, à développer dans l'entreprise. Et puis bien évidemment, on essaie quand même d'évaluer l'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ça pour faire tout ça. On a intérêt quand même à savoir si c'est intéressant. Il y a les KPIs, vous en entendrez parler tout à l'heure, et ça permet quand même de se dire, ben oui, vraiment, ça sert à quelque chose. Et au-delà de cette action qui est plutôt une action individuelle, on a constitué un groupe d'entreprises que l'on essaie, qu'on a commencé à réunir malheureusement ce début d'année. C'était à l'occasion du magnifique salon sur l'innovation qui s'appelle Occitanie Innove, et pour lequel on avait fait donc un atelier thématique qui visait à lancer un petit peu cette démarche collective, qui était une idée d'échanger ensemble à tous ceux qui manipent ces cellules d'innovation, d'échanger ensemble, d'avoir des retours d'expérience, et puis éventuellement des interventions d'experts sur certaines briques, et c'est là où je vais en venir là-dessus. Notre façon de voir les choses et notre façon de retraduire l'ISO 56002 dans l'entreprise, c'est typiquement ce slide. L'idée, c'est de bien le traduire et de rendre applicative cette norme, qui est une norme de recommandation, mais de la rendre concrète et potentiellement adaptée à la situation de l'entreprise. On va retrouver certains éléments déjà dont j'ai parlé, donc je vais faire de la redite, mais c'est très important. Il faut une stratégie innovation. Cette stratégie innovation, elle est basée sur deux briques principales: la vision et la culture et l'engagement de la direction. Il faut l'avoir formalisée. Et elle est basée aussi, bien évidemment, sur ce qu'on peut appeler des outils, qui sont les roadmaps, c'est-à-dire comment je me projette dans l'avenir avec soit ma technologie, soit mes produits, soit mes services, d'accord? Et bien évidemment aussi, la cellule innovation doit être en capacité de réfléchir sur les modèles économiques et leurs évolutions. Donc ça, c'est très important. C'est le lien entre la direction et la cellule innovation. Et là, c'est vraiment important d'avoir un vrai travail de fond avec sa direction là-dessus. Et après, nous allons vivre ce qu'on appelle, nous, des composantes stratégiques, c'est-à-dire des briques, sur lesquelles on va demander à la cellule innovation d'avoir une vraie compétence. Une compétence parce que ça va permettre, bien évidemment, de la faire vivre et de faire vivre tout l'ensemble du système. Donc, dans ces briques que vous voyez apparaître des briques qui sont tout à fait courantes et que l'on a tous dans l'innovation: la veille, le réseautage, la propriété intellectuelle, la norme. Les ressources humaines, c'est ce qui va être au cœur des interventions de Pascaline et d'Alexandra. Le financement de l'innovation, la communication, etc. Ce qu'il y a de très important pour vous donner une clé de lecture aussi de ce slide, c'est que la veille, c'est clair, on cherche la veille, on va chercher l'info, mais quand on parle de propriété intellectuelle, on n'est plus sur un projet. On est sur la vie de l'entreprise. Il faut bien se mettre sur cette étape où on monte sur la vie de l'entreprise. Ça veut dire quoi lorsqu'on est sur une propriété intellectuelle, la vie de l'entreprise? C'est une stratégie de propriété intellectuelle qu'on va essayer de définir. C'est plus est-ce que je brevette un produit. D'accord? Quand on parle de RH, c'est comment je vais stimuler mes salariés pour favoriser l'innovation dans l'entreprise. Ça, c'est très important. Quand on parle de réglementation, normalisation, on ne parle pas forcément des tests qu'il y a effectués sur un produit que je suis en train de développer. On est en train de dire qu'on fait une veille réglementaire pour voir si, à l'avenir, ce qui se présente pour nous ne va pas modifier notre trajectoire d'entreprise. Donc, il faut bien dire ce transparent avec ces deux clés. La clé véritable, c'est de bien se mettre au niveau de l'organisation et pas au niveau d'un projet en particulier. J'insisterai simplement sur une de ces briques, la capitalisation. Et ça, c'est un retour d'expérience d'activité quand même depuis 3 ans sur ce domaine. Nous avons beaucoup d'entreprises qui développent des merveilleuses innovations et surtout qui ont des connaissances acquises qui deviennent très importantes en faisant de l'innovation et pour lequel on a trouvé qu'il y a même une forte fragilité dans tout ce qui va être la capitalisation des connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à mettre en œuvre. Quand on parle de capitalisation des connaissances, il ne s'agit pas de rendre un rapport de 30 pages parce qu'on a obtenu un financement ou parce qu'on a un client qui est intéressé par l'innovation. Il s'agit simplement de mettre 5 lignes quelque part pour permettre de dire que quand j'ai fait 10, 15, 20 projets, j'ai quand même le livre d'or de l'entreprise de la connaissance. Et ça, c'est très, très important. Pour faire vivre une cellule d'innovation, je finirai là-dessus, pour faire vivre une cellule d'innovation, il y a vraiment 3 items. On va beaucoup en parler derrière, c'est la génération d'idées et la sélection. Donc ça, c'est très important, c'est animer son entreprise, voire même des clients, voire même des fournisseurs. Donc c'est vraiment il y a une fonction de processus à mettre en place pour assurer cette démarche.
il y a une fonction de conception. Il est bien évident que lorsqu'on va travailler sur des produits ou sur des services, il va falloir faire du bêta-test ou du crado-test selon quelle situation on se situe, c'est-à-dire être en capacité que l'entreprise ait des ressources qui permettent de déployer rapidement des débuts de solutions ou des concepts pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. D'accord? Et après, on a bien évidemment des compétences fondamentales, c'est de la gestion de projet, qu'elle soit individuelle ou collaborative. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, quand on fait vivre une cellule innovation, ça veut dire qu'on n'a pas forcément qu'un projet d'innovation dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on peut être amené à en suivre 5, 10, 15, 20. On en a même certains qui présentent des caractéristiques où sont à plus de 30 leads. Les leads, c'est des idées qui s'avancent dans le processus de projet d'innovation. Et donc, il faut avoir vraiment une capacité de gestion de projet. Et ce qui sera développé notamment par Alexandra tout à l'heure, peut-être même mettre en place des outils numériques qui permettent de faciliter cette démarche. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire autour de ça. C'est assez passionnant comme métier, c'est très intéressant parce que ça permet de rentrer dans l'organisation et surtout, on voit véritablement des choses nouvelles qui apparaissent au fur et à mesure et c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant. Maintenant, je vais passer la parole donc pour la suite à Pascaline Riven qui va vous présenter son expérience sur ce qui se passe chez Accent dans ce domaine. Merci de votre attention. Pascaline, normalement, tu dois avoir. Oui, bonjour. Alors, je partage ma webcam afin que vous me voyez tous. Donc, merci Jean-Philippe pour cette introduction. L'exercice de ce jour, c'est d'apporter un exemple concret de ce que nous, on a pu faire au sein de notre société, société Accent, qui est un ETI. Donc, petite présentation rapide de la société. Pardon, excusez-moi. Ce sera la première phase. Ensuite, je vous expliquerai quel est le contexte stratégique. Jean-Philippe en a parlé. La roadmap sur 3 ans, qui consiste à mettre en place cette démarche d'innovation sur 3 ans. Donc, ça paraît long, mais vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à faire. Partager avec vous un retour d'expérience sur l'année 2019 et puis vous parler un petit peu de 2020. Et puis, pour terminer, vous présenter évidemment les outils et les moyens qu'on a mis en œuvre et aussi vous parler des KPI qu'on a déterminés pour pouvoir mesurer l'efficacité de cette démarche. Pardon, excusez-moi, c'est passé un peu vite. Alors, sur le groupe Accent, donc très rapidement, c'est une société toulousaine qui a été créée il y a 30 ans maintenant. On est dans la 30e année en 2020. On a un chiffre d'affaires en 2019 qui était autour de 70 millions d'euros, 750 collaborateurs qui sont situés sur 12 sites en France. Donc dans la région Occitanie, en particulier à Toulouse, à Pujaudran, donc dans le Gers, mais aussi à Figeac. Et puis ensuite, un petit peu partout dans l'Ouest, à Paris, à Belfort et aussi à Marignane. On a aussi plusieurs sites à l'étranger qui sont des front office commerciaux qui nous permettent d'aller adresser ces nouveaux marchés. Donc, le plan stratégique sur lequel je me suis appuyée pour construire cette démarche, il s'appelle Next. C'est un plan stratégique qui a été imaginé sur 3 ans, de 2019 à 2021. Je voulais simplement vous présenter très rapidement les 4 grands enjeux et pas rentrer dans le détail, mais comprendre le contexte. Donc, premier enjeu, renforcer nos compétences technologiques. Donc, évidemment, l'innovation, c'est aussi effectivement savoir cartographier nos compétences, mais aussi les développer. L'enjeu numéro 2, booster l'innovation et enrichir notre gamme de produits. Alors, booster l'innovation, ça parle tout de suite, étant donné le sujet. Mais pour ce qui est d'enrichir notre gamme de produits, c'est pour expliquer que cette transformation de la société, elle est liée aussi à son modèle économique. L'activité principale aujourd'hui d'Excent consiste à vendre de la prestation d'ingénierie, que ce soit sur site ou alors en bureau d'études. Et aujourd'hui, on souhaite de plus en plus développer nos propres produits et les vendre. Donc, on est sur un modèle économique complètement différent. Enjeu numéro 3, développer notre présence à l'international. Ça, je vous l'ai montré via la carte, mais effectivement, l'innovation va contribuer à ça. Et bien évidemment, poursuivre notre croissance et nos effectifs et de notre chiffre d'affaires.
Donc, le planning sur 3 ans, alors oui, première chose à faire, première chose qu'il a fallu faire, c'était évidemment se projeter sur 3 ans parce que construire quelque chose qui n'existait pas réellement jusqu'à maintenant, ça demande du temps. Donc, on a fait le choix de structurer ça sur finalement des enjeux un peu différents. Donc, sur la première année, par exemple, en 2019, on a décidé que ce seraient les enjeux humains qu'on prioriserait. Derrière ces enjeux humains, en fait, il y a le fait de pouvoir, au travers de l'innovation, améliorer la qualité de vie au travail et fidéliser les collaborateurs. Donc, la source d'innovation, quand on est dans l'enjeu humain, c'est celle qu'on appelle participative. Et donc, sur 2019, nos objectifs consistaient à développer une culture de l'innovation au sein de l'entreprise à tous les niveaux. Donc, au niveau de la direction, au niveau du middle management, extrêmement important, et au niveau des opérationnels. Élaborer un processus, vous l'avez vu juste avant, donc on a repris en fait les grands principes de cette norme ISO 56000 pour pouvoir partir d'une carte et ensuite de le personnaliser à notre entreprise. Et puis commencer à générer et sélectionner des idées à partir de cette source d'innovation participative. Deuxième année, donc 2020, on est en plein dedans. Là, on se concentre sur les enjeux business. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oublie les enjeux humains. On n'a pas décidé que c'était terminé. On continue, mais en tout cas, ça a été déjà lancé. Donc, on est plutôt sur une dynamique à entretenir. Donc là, on va être plutôt sur des enjeux business, développement de produits propres, différenciation concurrentielle, plutôt en lien avec le modèle économique dont je vous ai parlé. Et là, on va plutôt parler de sources d'innovation stratégiques, avec des objectifs qui vont consister à élaborer par exemple une roadmap technologique, donc décider des technologies sur lesquelles on veut se positionner, élaborer aussi une méthodologie d'étude de faisabilité, comment finalement mesurer la pertinence, la cohérence des idées par rapport à la stratégie globale de l'entreprise. Exploiter au mieux cette source d'innovation stratégique, donc qui viendrait plutôt du management, lancer des premiers projets dans un cadre particulier qu'on appelle l'entrepreneuriat, et puis commencer aussi à créer du lien avec mes homologues chez nos clients, voilà, pour finalement avoir une porte d'entrée différente que celle qu'on a habituellement via le commerce, et surtout pouvoir établir une roadmap qui soit en phase avec celle de nos clients, parce que c'est avant tout pour nos clients qu'on travaille. Et enfin, sur la troisième source d'innovation, qui est celle qu'on développera plus sur 2021, nous, on parle d'enjeux écosystèmes avec cette volonté d'être plus agile par rapport au changement de notre environnement, que ce soit économique, écologique, et là, je crois qu'on est en plein dedans en ce moment. Donc, ça s'est révélé être plus urgent que ce que j'avais imaginé. Et puis, nouer de plus en plus de relations avec notre écosystème. Donc là, on parle plutôt d'open innovation et on va chercher à identifier les nouvelles idées à l'extérieur, les générer, les sélectionner, identifier des partenaires, que ce soit des partenaires industriels, mais aussi académiques. Concrétiser aussi les premiers projets de développement. À partir du moment où on a commencé la faisabilité, on espère qu'un an après, on pourra vraiment commencer à développer, commercialiser des produits. Et puis, mettre en œuvre la roadmap technologique. À partir du moment où elle a été établie, il y a effectivement un plan d'action qui en découle. Alors, pour le retour d'expérience sur 2019, je trouvais ça intéressant de le partager avec vous. On va commencer par ce qui a très bien marché. Donc, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'était évidemment de faire un audit interne autour de l'innovation. Donc là, l'idée, c'est rencontrer un maximum de gens à tous les niveaux hiérarchiques, de tous les services possibles, de toutes les régions possibles, puisqu'il y a aussi des aspects culturels et puis des activités différentes en fonction des régions. Donc, un audit qui a bien fonctionné, qui m'a permis de faire remonter beaucoup d'informations, notamment qui m'a permis, et j'en reviendrai dessus, d'identifier les freins et les motivations à l'innovation. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir mettre en place cette démarche et qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner. Bien évidemment, le lancement de la démarche qu'on a appelé Innov, donc le logo que vous voyez en bas à droite. Donc, on a quand même pas mal communiqué là-dessus. On a donné un nom. Il y a évidemment un visage qui est le mien, mais pas que. Et puis, on a mis à disposition un outil digital que Alexandra vous présentera tout à l'heure qui s'appelle le Campus. Une première version du processus de management de l'innovation qui a très bien fonctionné, un gros travail de fond avec Jean-Philippe notamment sur finalement par où je commence, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est mon référentiel. Donc, pas évident parce que c'est encore des normes qui sont très récentes. Et puis aussi, dans une optique de mieux comprendre la société et comment elle fonctionne, s'intéresser à ses partenaires industriels et académiques existants.
Voilà, c'est extrêmement important. Donc, en fait, on a un audit interne, mais on a aussi quelque part une espèce d'audit externe qui est lié à l'écosystème de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui a bien marché. Les choses sur lesquelles il va falloir encore travailler cette année, il y en a 3. La première chose, c'est qu'on a donc créé un réseau d'ambassadeurs Innov. Donc, ce sont des collaborateurs volontaires qui sont plutôt sensibles à la démarche et qui sont donc moteurs, qui ont envie de participer à des niveaux très différents, que ce soit en termes de quantité ou même qualitativement. Et donc ça, ça demande aussi beaucoup d'animation, beaucoup d'énergie. Donc là, il y a encore des choses à faire pour pouvoir le rendre plus efficace et que finalement, j'ai des relais un peu partout dans l'entreprise. L'acculturation. L'acculturation, je crois que c'est ce qui finalement va prendre le plus de temps, hein, faire que les gens comprennent pourquoi on fait ça, comment on va le faire et se face aussi aux façons de fonctionner qui ne sont pas les mêmes. On ne va pas raisonner de la même manière, on ne va pas gérer un projet d'innovation comme on gère un projet classique. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait au quotidien. Et puis, d'aller encore plus loin, dernier point, sur la méthodologie d'étude de faisabilité, quelque chose de plus abouti et surtout qui soit testé. Puisqu'une étude de faisabilité, théoriquement, à écrire, ça peut être long, mais c'est assez facile. La plus grande difficulté, c'est de la mettre en œuvre. Alors, je voulais faire un petit focus sur ce point parce que, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était ce qui était le plus intéressant sur ce que j'ai fait sur 2019, c'était vraiment d'identifier les freins et les motivations à l'innovation. Donc, je vous ai cité là, je vais vous donner quelques exemples. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont remontées autour de la charge mentale. Alors, j'ai fait exprès la différenciation avec le temps de travail effectif disponible et la charge mentale, puisque c'est effectivement certains collaborateurs nous ont dit, c'est pas tellement le temps qui me manque, je pourrais trouver 5 minutes pour innover, pour faire autre chose, mais mon esprit est préoccupé constamment par mes objectifs, mes deadlines, la pression que je peux subir des clients, etc. Donc ça peut être un frein parce que finalement, on est dans cette routine, on a l'esprit qui est très concentré sur l'opérationnel, sur l'exploitation, et on ne se laisse pas l'occasion au moment de rêver un peu, en tout cas d'avoir l'esprit ailleurs. Donc le temps de travail effectif, c'est clairement aussi un souci. Hein, aujourd'hui, quand vous avez des collaborateurs qui travaillent de nombreuses heures par jour, c'est compliqué de leur demander de faire plus ou autrement. Voilà, donc je ne vais pas vous le cacher que ce n'est pas forcément facile. La multiplicité des outils, on a quand même ajouté un outil digital. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà entendu dans vos entreprises, il y a trop d'outils digitaux. Il y a Google, il y a Gmail, nous on utilise Drive, il y a Outlook. Voilà, on cumule les outils et finalement, les gens ont le sentiment de devoir aller sur plusieurs sites à la fois tous les jours et de perdre du temps. Donc, comment on fait pour finalement centraliser un maximum et montrer que cet outil va apporter quelque chose de plus? Donc ça, il y a un travail à faire là-dessus aussi. La peur du jugement. Beaucoup de gens sont inquiets de devoir faire des propositions de nouvelles idées sans que personne finalement ne les critique. Donc ça, c'est un peu une problématique de confiance. Comment je peux avoir confiance en mes collègues? Comment je peux ne pas avoir peur qu'on me juge? Une vision commune, on en a parlé aussi, mais finalement, pourquoi on fait ça? Donc ça, il y a eu un gros travail qui, pour moi, fait partie de l'acculturation. Hein, c'était d'expliquer pourquoi on faisait ça et dans quelle mesure ça allait servir. L'existence ou le développement d'un terreau fertile. Alors ça fait référence, si vous voulez, à l'ambiance de l'entreprise. Est-ce que l'ambiance de l'entreprise aujourd'hui est suffisamment saine? Est-ce que les gens sont suffisamment bien dans leur peau, dans leur travail? Alors, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas bien, mais globalement, hein, d'un point de vue macro, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui permet tout de même aux gens de s'impliquer dans cette démarche? Voilà. Dans un contexte très compliqué, comme par exemple des crises, qui ne soient pas forcément des crises sanitaires comme celle d'aujourd'hui, hein, mais peu importe, une crise qui va être interne, par exemple, ça peut être très compliqué de vouloir lancer une démarche comme celle-ci, parce que les gens n'ont pas d'esprit qui est câblé, qui est disponible pour avoir cet esprit positif, et donc ça peut être très très difficile. Alors la rétribution et les reconnaissances, voilà, ça il n'y a pas de tabou là-dessus. Moi très rapidement j'ai eu des questions sur quelles sont les rétributions, si je fais quelque chose, qu'est-ce que je gagne, etc. Donc là un gros travail déjà sur la partie juridique légale, on va dire, qu'est-ce qu'on doit aux collaborateurs inventeurs. Donc là un gros travail avec la responsable juridique, avec des conseillers en pays sur le statut de salarié inventeur.
mais aussi un travail qui va plus loin que ça sur comment on fait pour reconnaître, pour rétribuer les collaborateurs de leur engagement dans cette démarche. Le cadre d'application, il faut très rapidement, même si c'est compliqué de le faire rapidement, expliquer quelles sont les règles de fonctionnement et qu'elles soient le plus simple possible et le plus objectif possible. Donc, qu'est-ce qui fait que mon idée va passer une étape ou une autre? Quel est ce critère? Pourquoi on l'a déterminé de cette manière? Donc, ça fait partie du processus. Évidemment, il faut avoir un petit peu de budget tout de même, parce qu'il faut au moins une personne qui soit dedans. Donc, ça peut être ou un frein ou une motivation. Hein. Vous avez vu, je n'ai pas toujours précisé si c'était l'un ou l'autre. La confidentialité, rassurer la direction de l'entreprise, mais aussi les collaborateurs sur le fait qu'on va garder la confidentialité sur les idées. Et puis, un gros sujet sur la propriété industrielle qui fait un lien un petit peu avec les rétributions. Mais effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui protège quoi comme idée? Comment on peut les protéger? Il y a un gros travail aussi là-dessus pour permettre aux idées de se développer. Donc, en termes d'outils et de moyens, donc, il faut avant tout des gens. Ça, c'est essentiel. Les outils digitaux sont des très bons compagnons, mais ils ne sont pas suffisants. Donc, Accent a choisi donc de recruter une responsable innovation. On avait aussi un stagiaire en management de l'innovation qui m'accompagnait sur ce début d'année pour apporter aussi toute la théorie, parce que ces théories évoluent très vite et donc il faut suffisamment être à jour là-dessus. Un budget qui tournait autour de 200 000 € pour l'année. Des ambassadeurs innov, je vous en ai parlé. Donc, nous, on avait une trentaine de personnes en ce début d'année qui étaient engagées. Donc, à ce jour, bon, ça n'a pas tellement bougé. On est toujours autour de 30 personnes, mais ce sont des gens qui vont aussi s'impliquer. Et puis, une forte collaboration avec l'équipe communication, juridique, commerciale et les directeurs de région BU, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, qui sont le middle management. Donc, en fait, c'est un rôle en tant que responsable d'innovation où vous êtes en interface avec tous les services. Et si ce n'est pas le cas, ce sera compliqué de mettre en place les choses parce que n'importe quelle action que vous allez mener va avoir un impact sur les autres. Les outils, donc nous, on a fait le choix de s'équiper d'un outil digital qui est le campus de BloomUp, qui nous permet de générer des idées, de les faire remonter, mûrir, de former les collaborateurs, de communiquer. Alexandra en parlera mieux que moi. On a un Drive Google, tout simplement, un outil numérique qui permet effectivement de centraliser les documents dans un esprit très collaboratif. Et puis, beaucoup de communication, que ce soit au travers de notre intranet, mais aussi d'écran. On a mis en place un tableau d'expression libre sur certains sites. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui nous permettent de communiquer en interne sur des projets. Et j'ai rajouté pour l'anecdote un petit éclair qui veut dire surtout qu'il faut beaucoup d'énergie, énormément d'énergie pour mener ce genre de démarche. Autrement, c'est compliqué d'impliquer tout le monde dedans. Voilà, et enfin sur les KPI, donc voilà les KPI. Alors ceux qui sont en vert, c'est les KPI qu'on a mis en place et qu'on peut mesurer d'ores et déjà. Donc déjà, j'ai mis en place un formulaire qui nous permet à tous les projets d'innovation et toutes les équipes surtout de faire leur propre retour d'expérience. Et donc ces formulaires sont accessibles à tous. Et on prévoit aussi de les faire intervenir dans les kick-offs, dans les démarrages d'autres projets, pour présenter vraiment leur expérience avec les points difficiles, les points les plus faciles, les avantages et les inconvénients des projets. Donc, vraiment faire bénéficier aux nouveaux arrivants de l'expérience de ceux qui ont commencé. Donc, on va mesurer aussi le nombre de participants aux événements, parce qu'il y a beaucoup d'animations. Donc, ça nous permet de suivre effectivement l'attractivité de nos événements. Le nombre de nouvelles idées, de projets qui ont passé les différentes étapes, donc ça notamment le campus nous permet de le faire. Le taux de participation des ambassadeurs en particulier, puisque c'est une communauté en fait qu'il faut chouchouter, et donc il faut bien mesurer leur taux de participation aux réunions, aux événements, aux sondages. On va souvent s'appuyer sur eux en fait pour recueillir des avis. Le nombre de rendez-vous avec nos parties prenantes, continuer à avoir un lien avec l'extérieur. Pour l'instant, c'est une mesure plutôt quantitative. On passera peut-être à des mesures plus qualitatives plus tard, mais pour l'instant, c'est assez quantitatif. En tout cas, ça nous force à nous ouvrir à l'extérieur. Le taux de financement externe des projets. Évidemment, dans l'innovation, il y a la partie financement. Donc aujourd'hui, on essaie de mesurer, on mesure, d'ailleurs, c'est assez simple, mais on mesure le financement, les financements qui viendraient de l'extérieur. Le nombre d'articles,
de communiqués de presse qui sont publiés. Donc, la communication externe aussi est importante à mesurer. Quelle animation on fournit pour finalement les gens qui ne sont pas dans l'entreprise. Et le nombre d'événements auxquels Innov va participer en externe. Donc ça, c'est aussi la présence du service d'innovation dans des événements extérieurs pour représenter l'entreprise sous un angle un peu différent. Et enfin, les KPI sur lesquels il faut travailler et qui ne sont pas encore tout à fait mesurés, ce sont le nombre de groupes créés sur une brique technologique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'élaboration d'une roadmap technologique, on va chercher à créer des groupes de travail sur ces sujets. Donc, il faut déterminer, notamment par l'initiative des collaborateurs, combien de groupes vont être créés et quels sujets ils adressent. Donc, c'est très représentatif de l'intérêt que les collaborateurs peuvent porter à cette technologie et des idées qu'ils peuvent avoir. Le taux de publication sur ces groupes, donc mesurer vraiment le dynamisme de ces groupes. Donc, quand je parle de groupe, hein, c'est une application digitale qui permet de le mesurer, mais c'est vraiment le dynamisme de ces groupes-là. Et puis, le taux de fréquentation des Fab Labs. Donc là, ce n'est pas encore le cas, mais on souhaite se doter de Fab Labs sur certains de nos sites. Et évidemment, le taux de fréquentation de ces Fab Labs sera révélateur finalement de l'intérêt que les collaborateurs portent à la démarche. Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie. Voilà notre petit slogan, I can't but we can. Tout ça pour dire que si je suis toute seule, ça ne marche pas et que c'est bien grâce à mes collaborateurs que la démarche a pu être lancée. Merci. Merci beaucoup Pascaline, bonjour à tous. Merci Jean-Philippe pour cette introduction également et merci beaucoup d'avoir pensé à BloomUp. Alors rapidement, je prends le contrôle sur les slides. Super. Alors, je vais prendre les 5 dernières minutes de ce webinaire pour vous parler un petit peu de la partie outillage de l'innovation. Donc, Jean-Philippe et Pascaline, ils sont revenus dessus pendant toute leur présentation. L'outillage, il va permettre de faire des choses quand même qui sont essentielles quand on veut rentrer un petit peu dans l'efficacité. Alors, déjà, qui sommes-nous chez BloomUp? Donc, je me présente peut-être, Alexandra Elachem, j'ai cofondé et je dirige la société BloomUp. Donc, chez BloomUp, nous développons des outils collaboratifs pour de la gestion de projets innovants et pour de la gestion des idées. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on s'est donné pour mission de rendre les équipes vraiment plus innovantes et plus agiles. Donc, ça fait aussi 2 ans qu'on développe des outils en SaaS pour la petite information technique. Donc, le SaaS, Software as a Service, ce sont des outils qui sont hébergés sur le cloud, ce qui veut dire qu'ils sont accessibles depuis partout. Ça va être assez important, notamment dans la période de télétravail que l'on vit actuellement. Donc, ça fait 2 ans aussi qu'on accompagne différents clients. On a des grands comptes avec lesquels on travaille, comme Thales, Airbus, qui ont des problématiques plus précises sur une business unit en particulier. On accompagne aussi des ETI, justement Pascaline de chez Accent. On accompagne aussi l'AFNOR, Ingenico Group. Ce qui va être intéressant de noter, c'est qu'on outille en fait des entreprises avec des besoins différents, comme l'a très bien dit Jean-Philippe. Les processus d'innovation, la démarche dans son ensemble vont être vraiment différentes en fonction des entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des outils qui sont le plus adaptables et évolutifs possible. Et c'est vraiment la valeur ajoutée de nos solutions que l'on met en avant. Alors, avant de parler et de rentrer dans le vif de l'outil et de l'outillage, j'aimerais vraiment montrer que l'outillage, il intervient vraiment dans une démarche qui est beaucoup plus globale. Comme on l'a dit juste avant, on a essayé, nous, chez BloomUp, de résumer cette démarche en 7 étapes clés. Et vous voyez que la digitalisation et la partie outillage arrivent vraiment à l'étape 3 et puis elle continue ensuite sur toute l'animation de la démarche. Donc, la première étape, ça va être vraiment d'aligner ses objectifs avec la direction. Donc, la vision stratégique dont a parlé Jean-Philippe, elle est très importante. Pascaline y est revenue dessus également, qu'on ait envie d'engager les collaborateurs ou qu'on ait envie de créer du business et de sortir des nouveaux produits tous les mois. C'est pas les mêmes choses, on va pas avoir les mêmes objectifs. Et donc, en étape numéro 2, on ne va pas mettre en place les mêmes sources d'innovation. Si on veut engager les collaborateurs, il est clair qu'il va falloir passer par de l'innovation participative, donc engager un maximum de personnes. Si on veut sortir des nouveaux produits tous les mois, mais par exemple, il va falloir faire ce qu'on appelle de l'open innovation, travailler avec des startups, des clients, etc. Donc la deuxième étape, c'est vraiment identifier les bonnes sources d'innovation qu'on va mettre en place. La troisième, ça va être justement de digitaliser la démarche et de trouver le bon outil pour répondre à son objectif et à ses sources d'innovation. Une fois qu'on a trouvé le bon outil,
on va ensuite pouvoir construire sa roadmap innovation. Sa roadmap innovation, qu'est-ce que c'est? Je sais que je veux atteindre cet objectif dans 2 ans. Donc, quelle est toute la série d'actions et quel est le processus que je vais pouvoir mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Ensuite, il va falloir lancer cette démarche. Donc, un lancement, ça s'organise. Il faut, comme l'a très bien dit Pascaline, il y a différents métiers qui interviennent dans le management de l'innovation dans les entreprises. Donc, c'est très transverse. Donc, il va vraiment falloir intégrer dans la boucle les managers, la partie communication, les équipes marketing, les équipes produits. Il y a beaucoup d'intervenants et il va falloir tous les préparer au lancement de cette démarche. Une fois qu'on a lancé cette démarche, il va falloir la piloter. Encore une fois, ici, les outils peuvent vraiment aider dans ce pilotage. Et enfin, il va falloir l'animer pour engager toujours plus les collaborateurs, les acculturer à la démarche, lancer peut-être des challenges pour de temps en temps relancer la dynamique. Donc, c'est cette étape clé, elles sont très importantes. Chez BloomUp, nous, on a développé un petit guide d'ailleurs pour vous guider au travers de ces 7 étapes. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis je vous enverrai tout ça avec grand plaisir. Et donc, sur la partie outillage, qui est à cette 3e étape, chez BloomUp, nous, on considère que c'est très important de digitaliser la démarche d'innovation. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais j'essaie d'en résumer 5 principales. Donc la première, c'est d'impliquer vraiment tous les métiers à moindre coût. Le digital, ça va être un très très bon moyen qui est moins cher, surtout en ces périodes de crise et de restrictions budgétaires, de parler à pas mal de personnes, de diffuser un message, d'ancrer en fait les valeurs innovantes dans celles de l'entreprise très facilement. La deuxième raison, ça va être d'améliorer l'agilité des équipes. Vous l'avez vu peut-être même avec des outils de chat ou autres que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise. On a beaucoup plus de réactivité et donc on peut aller chercher, aller communiquer avec des gens avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude et donc on gagne naturellement en résilience, en agilité. Ensuite, il va être important de pouvoir diffuser des méthodes et de guider les équipes parce que le process de conception, de prototypage, il faut apprendre des choses au fur et à mesure et donc ça va être important de faire rentrer les équipes dans ce processus. Donc, la digitalisation va permettre vraiment de capitaliser sur ce savoir. Et enfin, ces 2 derniers points, le digital va vraiment pouvoir permettre de suivre, en fait, d'avoir une accumulation de données qui vont permettre vraiment un suivi, un pilotage et une animation simplifiée au quotidien. Alors, nous, chez BloomUp, on développe donc une suite d'outils. Rapidement, la philosophie de notre plateforme, en fait, il faut vraiment voir ça comme un Lego sur lequel on vient rajouter des espaces en fonction des besoins des entreprises. Parce qu'on l'a dit, les besoins sont divers et variés en fonction des sources d'innovation et des objectifs. Pour résumer, nous, on a 4 espaces clés qui sont un espace d'idéation, un espace de challenge, un espace de pilotage de projet et un espace de tableau de bord. Avec ces 4 espaces, on va réussir à couvrir la majorité des besoins des entreprises. Donc, je prends encore 2 minutes pour vous parler de chacun de ces espaces. Donc, l'espace idéation, quel est-il? Il va permettre vraiment de centraliser et d'évaluer les idées. Donc, on se rend compte qu'il y a pas mal d'idées dans l'entreprise. L'objectif ici, c'est vraiment de centraliser cette information pour ne pas la perdre et surtout de pouvoir évaluer et prioriser les meilleures idées. Donc, en fonction des entreprises, ça va être soit par le vote d'une plus grande partie de la communauté, soit par un comité innovation qui se met en place. Donc, tout ce processus, il se passe bien sûr en dehors de la plateforme. Mais ce qui va être intéressant avec nos outils, comme ils sont très personnalisables, c'est qu'on va pouvoir vraiment digitaliser ce processus de décision. Le deuxième espace dont je vous parlais, c'est l'espace challenge. De temps en temps, on a besoin en fait de cibler un petit peu la créativité. On a une problématique précise, on veut interroger une partie de la population, mais on va pouvoir le faire en interrogeant cette cible directement. Par exemple, quelle est la meilleure manière de trouver une nouvelle façon de visser une aile d'avion. Allez, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment l'idée. On a une problématique cible et donc ça va permettre vraiment de driver et de cibler la créativité. Une fois que grâce à un espace idéation ou grâce à un espace challenge, on a généré assez d'idées, l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'à la concrétisation de ces idées pour un passage en production. Et donc, dans l'outil, ici, aujourd'hui, on propose vraiment des outils de gestion de projet pour suivre un processus. Donc, on va pouvoir digitaliser le processus de conception qu'on a construit et on va pouvoir le suivre d'étape en étape avec les équipes pour les guider à travers l'outil. Et enfin, la dernière partie, une fois qu'on a mis en place ces espaces, on va pouvoir surtout suivre et piloter ces KPI parce que nous, on part du principe que si on ne peut pas mesurer quelque chose, on ne va pas pouvoir agir dessus pour l'améliorer, pour savoir où on en est en fait dans la croissance de la démarche innovation, tout simplement. Donc, il faut des tableaux de bord pour piloter toute cette démarche. Il faut bien sûr s'assurer de suivre les bons KPI qui répondent aux objectifs qu'on a définis au démarrage. Si au démarrage, vous êtes dans un objectif d'engagement des collaborateurs, c'est vraiment
cette communauté qu'il va falloir suivre et non pas, par exemple, le nombre de projets qui sortent. Alors, inversement, si vous êtes vraiment sur une logique où vous voulez sortir un maximum de nouveaux projets, là, il va falloir calculer le taux de transformation, il va falloir essayer de réduire les cycles d'innovation, il va falloir suivre, en tout cas, ce genre d'objectifs chiffrés. Mais pour terminer, un conseil sur la partie KPI, c'est vraiment de se cantonner à 3-4 KPI clés et de le suivre de près et de venir doucement faire évoluer sa démarche en rajoutant au fur et à mesure des indicateurs. Voilà, donc j'ai terminé pour ma partie sur l'outillage. Donc pour synthétiser, l'outillage, il intervient vraiment pour gagner en efficacité, mais il est vraiment une petite partie dans un tout qui est la démarche. Donc pour toute cette démarche, il faut s'entourer d'acteurs comme Ad-Hoc par exemple ou comme d'autres personnes qui viennent vraiment vous accompagner du début à la fin. Merci beaucoup. Donc, merci Alexandra et merci Pascaline pour les deux interventions. Ce qu'on a essayé de faire à travers ce programme, ce qu'on a essayé de faire, c'est au moins vous donner la structure clé, c'est-à-dire à la fois une présentation un peu plus théorique, c'est-à-dire vous dire en gros comment est structurée la norme et vraiment comment on peut la travailler de façon opérationnelle dans une TPE-PME. On n'est pas là, on n'a pas forcément d'énormes moyens, mais on peut être en capacité de faire progresser son système de management d'innovation tranquillement, on va dire, sans se mettre véritablement une vraie pression. Donc ça, c'est important. Par le retour d'expérience de Pascaline, vous avez vu que cette démarche, à partir du moment où on mobilise des ressources, on fait avancer. Alors bien évidemment, c'est du moyen terme, on peut pas chercher immédiatement. Alors on sait, on a tous entendu parler des KPIs, mais je veux dire quelque part, c'est quand même une démarche de moyen terme. Donc ça veut dire qu'il faut avoir effectivement une direction qui encourage cette démarche et certaines questions que nous avons d'ailleurs viseront à échanger sur ce thème-là. Et puis par l'intervention d'Alexandra, ce qu'on a essayé d'illustrer, c'est que bien évidemment, à partir du moment où on a démarché, où on a animé cette démarche, les outils numériques sont quand même en capacité de fournir les moyens de faciliter la vie de la cellule d'innovation. Et c'est donc quelque chose qui était important pour nous de trouver dans on a essayé d'imaginer cette logique jusqu'à ce point-là. Ce que je tiens à vous préciser simplement, c'est que vous avez vu qu'il existe d'autres briques du management d'innovation. Il y a pas mal d'autres choses qui peuvent être traitées. Ça fera peut-être l'objet de webinaires futurs. En fonction des possibilités que nous avons de à la fois présenter quelque chose d'assez un peu plus cadré, on va dire le cadre, et d'avoir effectivement les retours d'expérience de certains d'entre vous. Je sais que certains m'ont déjà signalé leur intérêt de venir communiquer et de travailler et d'échanger sur ces briques-là, quoi, finalement. Nous avons quelques questions que je vais pouvoir traiter. Donc, je vais poser la première question. Ce qui se joint à nous, donc il y a bien sûr Alexandra et Pascaline qui peuvent bien évidemment répondre, mais aussi Jean-Daniel Warail qui est mon collègue de Montpellier, du Languedoc-Roussillon, qui travaille donc au sein d'Ad-Hoc, puisque la direction innovation est sur deux territoires de ville, et qui travaille aussi sur le thème du management d'innovation. Donc la première question qui a été posée, c'est n'avez-vous pas eu la difficulté de définir ce qu'est l'innovation et surtout son périmètre vis-à-vis de l'amélioration continue? Moi, je pense qu'elle est soit pour Pascaline, soit pour moi, mais je préfère que ce soit Pascaline. D'accord, ok. Si, bien évidemment, ça a été la première chose à faire, de définir ce qu'on entendait par innovation. On avait fait un choix de justement donner une définition très très large pour éviter de faire peur en quelque sorte. Et donc, dès le départ, on a demandé aux collaborateurs de proposer des idées qui concernaient n'importe quoi, qui puisse améliorer le fonctionnement de l'entreprise en interne, mais aussi d'être plus innovant vis-à-vis de nos clients. En fait, voilà, on a une vision interne et externe et on a décidé de ne pas restreindre les idées dès le départ. Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Moi, si je peux faire, Alexandra, tu as quelque chose éventuellement sur ce sujet ou... Non, je partage le même avis que Pascaline là-dessus. Ça dépend vraiment de ce que du message en fait qui est véhiculé. Donc, ça va être vraiment important de communiquer en tout cas bien. Une fois qu'on a défini ce qu'est l'innovation, de le communiquer à tous les collaborateurs pour que ça soit partagé en fait, qu'il y ait une vision commune.
Alors, moi, sur cette démarche, j'ajouterais simplement quelque chose. C'est-à-dire que vous avez, dans le cadre de la démarche en continu, c'est une démarche d'amélioration. Et ce qu'on peut rencontrer souvent, enfin, en tout cas, la logique dans laquelle on se situe, c'est que vous avez des roadmaps qui peuvent être différentes. Il y a la roadmap technologique de l'entreprise. Vous êtes sur vraiment quelque chose d'assez, on va dire, un peu en hauteur, sur lequel il va y avoir des acquisitions de connaissances sur des briques technologiques, on va dire, fortes, qui peuvent être des nouveaux domaines de compétences. Et puis, ce qu'on peut traduire par l'amélioration continue, c'est que j'ai une roadmap produit, et ce produit, il va falloir que je le fasse vivre jusqu'au bout, et encore jusqu'au bout, et même plus malheureusement ce qui se passe à l'heure actuelle, je vais devoir le faire vivre encore plus au plus possible, excusez-moi. Et dans ce cadre-là, on peut travailler deux formes de processus projet, on peut travailler deux formes entre guillemets de démarche, qui est effectivement celle qui concerne l'amélioration continue, mais on est bien sur de l'évolution produit avec des nouvelles fonctionnalités d'innovation. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut qu'on soit sur un projet d'innovation, pas qu'on soit sur quelque chose qui soit très simple finalement. On est vraiment sur un projet où il y a des risques. Et à ce moment-là, on peut essayer de faire poursuivre la vie d'un produit dans sa courbe, entre guillemets. Et là, à ce moment-là, on peut le travailler. Alors, c'est une forme d'amélioration continue aussi du produit. Par contre, sur tout ce qui est process production, tout ce qu'on met derrière le mot amélioration continue d'habitude, là, c'est clair que ça appartient pas forcément au système de management d'innovation. C'est-à-dire l'amélioration continue, c'est dans le quotidien. Il y a des gens qui peuvent amener des solutions et des nouvelles idées qui vont améliorer certaines parties d'activité de l'entreprise, mais qui ne sont pas forcément du ressort du management de l'innovation. Donc, il faut peut-être arriver un petit peu à séparer les idées quand elles arrivent pour pouvoir les orienter vers les bons flux de traitement. Voilà, c'est un petit peu la logique que l'on a rencontrée à plusieurs reprises par rapport à cette question. Une deuxième question, j'espère qu'on répond. Hein. C'est partiel, mais on pourra éventuellement, bien évidemment, rebondir par mail hein, si nécessaire. On a une question concernant... ah oui, alors ça, bien évidemment, je l'ai déjà un peu sous-entendu tout à l'heure. Comment arrivez-vous à faire émerger la stratégie d'innovation par votre direction, surtout si elle n'est pas culturée au domaine? Alors, on ne dira pas qui a posé cette question, bien évidemment. On va essayer d'y répondre. Comment on fait pour pousser les patrons à nous dire que ce métier de la cellule innovation, il est parfait, il faut le faire, il faut le continuer? Comment on fait? Je réponds, j'imagine. En fait, tout à l'heure, je parlais d'énergie. En fait, il faut de l'énergie pour impliquer les opérationnels, mais il faut aussi beaucoup d'énergie pour impliquer la direction. Et en fait, on convainc pas les gens, ces gens-là, de la même manière. Donc, la direction, on va plutôt les convaincre sur le retour sur investissement qu'on peut obtenir via le bien-être des salariés, via le nombre d'idées qui vont sortir. Et en fait, quelque part, parfois, je me sens un petit peu comme une commerciale qui a besoin d'aller vendre les idées de ses collaborateurs à sa direction, puisque les décisionnaires, même si on a un principe de décision qui est assez collaboratif, avec un comité de pilotage qui est composé de plein de gens, etc. Bon, la décision finale, quand il s'agit de mettre de l'argent sur la table, on ne se le cache pas, c'est bien évidemment la direction. Donc, en fait, j'ai ce rôle aussi, quelque part, d'aller défendre les idées, de rassembler tous les arguments. Et donc, ça demande parfois de challenger les équipes, les gens qui ont des idées, en leur disant « c'est quoi vos arguments aujourd'hui ?» Et ils sont presque, et c'est l'état d'esprit dans lequel il faut que je les mette dans un état d'esprit un petit peu start-up, où ils vont convaincre des investisseurs que leur idée est la bonne, et je les aide à ça. Il se trouve que dans mon passé, j'étais business développeur, donc c'est plutôt quelque chose qui fait partie de mon profil. Mais c'est un travail quotidien, effectivement, que de les convaincre que ce qui est fait et des idées qui sont identifiées vont apporter quelque chose. Et il n'y a pas de solution miracle, que ce soit pour les collaborateurs ou la direction, c'est sur le long terme et c'est au quotidien. Voilà, donc c'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie. Alexandra, JD, vous avez quelque chose à rajouter? Jean-Daniel, pardon, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je rajouterais un petit quelque chose, c'est qu'en fait, il faut, par rapport à une direction, il faut vraiment, effectivement, être un petit peu comme un commercial, les convaincre des bien-fondés de la démarche d'innovation, et que dans cette démarche, il faut bien la faire comprendre qu'il y a des gains directs et des gains indirects. Il faut mettre en avant les gains directs qui sont augmenter le chiffre d'affaires peut-être, trouver des nouveaux produits, se différencier sur un marché concurrentiel. Mais il faut aussi, bien sûr, mettre en avant des gains indirects, comme par exemple
être sexy pour des nouveaux collaborateurs jeunes qui sortent diplômés de l'école, ou améliorer l'engagement, la qualité de vie au travail. Voilà. Donc, il faut vraiment bien penser aux gains directs et aux gains indirects quand on arrive avec sa mallette de commercial pour essayer de vendre la démarche innovation à une direction qui est un petit peu réticente au démarrage. Donc la réponse à la question, c'est que vos directeurs rencontrent Alexandra et Pascaline et j'espère que vous aurez après tout le loisir de développer votre cellule d'innovation. Voilà, donc il y a une autre question qui concerne Accent directement. Quelle est la réceptivité d'Accent à l'émergence de spin-off dans la mesure où vous aurez une démarche d'open innovation? Qu'est-ce qui motive la création en interne de Fab Lab? J'ai l'impression qu'il y a deux questions. Il y a la question spin-off et la question Fab Lab. En quoi le spin-off est une stratégie, finalement, quelque part? D'accord. Et puis après, qu'est-ce qui motive la création en interne de... Alors, le spin-off est une stratégie dans la donc c'est ce qu'on appelle souvent l'essaimage. C'est la notion, en fait, un petit peu comme un agriculteur, d'aller planter des graines ailleurs pour se dire, si l'activité aujourd'hui qui nous fait vivre se ralentit, doit finalement complètement changer, doit se transformer, on aura mis quelque part des billes un peu ailleurs. Alors, je vais être très cash sur ce sujet. C'est pas toujours facile à dire aux collaborateurs. Pas toujours facile à dire aux collaborateurs parce que ça veut dire on va mettre de l'argent ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué parfois. Et donc, la communication doit être bien réfléchie, bien pensée à ce niveau-là. En revanche, une direction, elle l'entend tout à fait parce qu'elle va comprendre en fait qu'on va finalement répartir les risques. Voilà. Donc, il y a une notion de répartition de risques. Il y a une notion aussi de dire si à un moment, il y a un collaborateur qui a une idée et que cette personne-là, elle a le profil d'un entrepreneur, on a peut-être intérêt à pas tout à fait la laisser partir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a le droit évidemment de partir, hein, elle fait ce qu'elle veut, elle peut lancer sa boîte, et la création de spin-off peut nous permettre peut-être de garder un lien qui sera peut-être financier, mais ça peut être de quelques 0, quelques pourcents dans une société, par exemple. Hein, c'est pas forcément très important d'un point de vue financier. Par contre, il y a un lien humain, il existe. Vous avez une bonne relation avec votre ancien collaborateur, et donc ça peut vous faciliter parfois, finalement, après, le fait d'aller chercher des nouveaux marchés ou tout simplement de bénéficier de leur expertise et de ne pas retrouver ou en concurrence ou sans que ce soit forcément concurrent, de ne pas bénéficier finalement de toutes ces bonnes idées parce que la personne est partie. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est un moyen de conserver les compétences d'une manière différente, en tout cas d'en bénéficier toujours, même si les gens ne sont plus dans la société. Ça, c'est pour la partie spin-off. Pour la partie Fab Lab, moi, je pense que, il y a un bouquin génial que j'ai lu un jour, je vous le conseille tous, ça s'appelle Éloge d'un carburateur. C'est un consultant en marketing parisien qui un jour décide de partir de Paris et de monter son cabinet de consulting à mi-temps. Et le reste du temps, il répare des motos. Et dans tout ce bouquin, il parle de la pratique du fait de manipuler avec les mains, de tester. Et il dit qu'en fait, l'humain n'est pas fait pour faire que réfléchir. Il est fait aussi pour pratiquer, pour tester avec les mains, pour voir si ça s'imbrique. Vous avez tous eu des petites anecdotes de bricolage chez vous où théoriquement c'est censé passer et ça passe pas du tout. Qu'est-ce qui fait que? Donc la pratique est extrêmement importante. C'est aussi des endroits d'échange où vous pouvez retrouver des gens avec qui vous ne travaillez pas sur certains projets. Donc les Fab Labs, c'est essentiel pour ça, pour le partage de connaissances, pour le partage d'expériences et pour l'aspect pratique des choses. Merci pour la réponse. Il y a encore une ou deux questions. Une question qui est évoquée qui paraît aussi intéressante. Bon, il y a bien évidemment une sous-question dedans, mais on a évoqué la confidentialité. On préconise, ou en tout cas on utilise des outils tels que Google Drive. Alors je pense qu'il faut voir la question dans son ensemble. La confidentialité, c'est quand même aussi quelque chose de concret sur lequel il faut s'attarder, bien évidemment. Mais il y a aussi, je vois, dans les utilisations d'outils, on entend parler de Google Drive. Alors, je ne sais plus qui c'était, mais je crois que c'était toi, Pascaline, qui n'est pas forcément non plus quelque chose d'excellent dans la confidentialité. Est-ce qu'on peut avoir une réponse sur ces deux éléments? Alors, sur la confidentialité, quand on parle de Google, je ne sais pas si on parle de confidentialité en interne ou en externe. Je dis ça parce que moi, j'ai eu des collaborateurs qui m'ont dit, mais moi, c'est hors de question que je mette quoi que ce soit sur Google. Je sais que c'est des Américains qui récupèrent toutes les données, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, on peut avoir des réticences de ce type. Donc là, ça m'échappe. Donc là-dedans, aujourd'hui, vous dire ce qu'il en est de Google et de ce que fait Google de nos données, là, je suis désolée, je ne suis pas experte en cybersécurité.
En revanche, en interne, il y a quand même la possibilité d'avoir des droits, de protéger les documents. Donc, en tout cas, moi, je l'utilise comme ça. On a des drives partagés, certes, mais qui sont restreints à un certain nombre de personnes. Donc ça, je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est la première chose. Et ensuite, quand même, sur le campus que BloomUp nous fournit, il y a la possibilité pour chaque projet d'avoir une vision publique, une vision privée qui est dédiée à l'équipe. Donc, on a quand même la notion de communication au sens où on ne cache pas les projets en cours. Mais par contre, l'équipe va pouvoir communiquer sur des grandes lignes. Et pour ce qui est des informations qui sont vraiment dédiées au projet et qu'on ne souhaite pas communiquer même en interne, il y a une partie qui est complètement fermée. Voilà, il y a des accès restreints et ça fonctionne très bien. Ensuite, il faut ajouter à ça beaucoup de sensibilisation auprès des collaborateurs sur le fait que même si c'est en interne, parfois quand on a une très bonne idée, il vaut mieux la garder. Et j'ai fait un gros travail sur ce début d'année sur ce qu'est le secret. Et notamment par analogie, enfin par comparaison avec les brevets. Parce qu'on a beaucoup parlé de propriété industrielle, comment on protège une idée avec un brevet, mais il y a aussi le secret. À quoi ça sert le secret, comment ça fonctionne. Donc j'ai fait des masterclass où j'ai sensibilisé d'abord les directeurs et ensuite les opérationnels sur qu'est-ce que c'est le secret et comment on fait pour le conserver et comment on fait pour protéger nos idées. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Je pense que c'est assez complet. JD, tu as quelque chose, Jean-Daniel, excusez-moi si les sigles à chaque fois qui ressortent de par l'habitude. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Google Drive, toi qui fais partie de l'unité numérique de l'agence Ad-Hoc, tu as des choses à rajouter là-dessus? Quand on partage des données comme ça, alors c'est pas le but de notre séminaire, mais juste une réponse, ça peut être absorbé ou quand même c'est un peu protégé? Je suis comme Pascaline, j'ai aucune idée de ce que fait Google, si vraiment il y a des gens qui viennent surveiller. Pour moi, l'innovation, c'est prendre des risques et partager quelques infos sur des outils comme Google Drive, tant que c'est pas stratégique, ça met pas la société en péril. Enfin, faut toujours, pour moi, c'est juste une question de bon sens. Il faut voler le positif que ça va pouvoir amener à la société en permettant aux collaborateurs de partager des infos. Et puis, vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un risque derrière? Voilà, je n'ai aucune réponse, si ce n'est que moi, je suis pas très perturbé par l'utilisation de Google Drive. Voilà, je peux faire ça intelligemment. Ok, très bien. Par rapport à cette démarche, moi je voudrais savoir si vous avez des petits mots de conclusion, hein, on a dit qu'on terminait sur 1 heure à peu près, là ça fait 1h07. Est-ce qu'Alexandra, Pascaline, vous avez un petit mot de conclusion pour clôturer la démarche? Je vais commencer, oui. Je pourrais dire que nous, on est tout à fait à même de vous accompagner sur la partie outillage, mais que, comme je l'ai déjà dit, la partie outillage, ce n'est qu'une brique d'une démarche plus globale, une démarche qu'il faut rapidement penser dans son ensemble, mais il faut vite se mettre à l'exécution et commencer par la première étape, convaincre le comité de direction et y aller étape par étape. Il faut vraiment être lean même dans la mise en place de sa démarche innovation, et puis tout va très bien se passer. Voilà. Pascaline? Super, un message positif. Écoutez, moi j'étais ravie de participer à ce webinaire. J'espère que ça vous a tous été utile et je serais ravie d'échanger plus avec certaines personnes qui souhaitent prendre contact avec moi pour parler plus de mon retour d'expérience. Comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, c'est passionnant et je crois que je pourrais en parler pendant des heures. Donc voilà, je serais ravie d'en parler avec les gens s'ils veulent plus d'informations. JD, tu as quelque chose? Non, moi je veux juste rappeler que sur cette thématique, alors là on a abordé deux sujets, mais on peut vous aider sur tout ce que tu as présenté Jean-Philippe en début de séance. Hein. Il y a eu un appel à candidature qui avait été lancé l'année dernière, mais si vous voulez qu'on échange avec vous sur ces sujets, ça peut être aussi un accompagnement qui se fait au fil de l'eau. Vous contactez Jean-Philippe, moi ou mes collaborateurs d'Ad-Hoc, on peut vous rencontrer rapidement, échanger sur ces sujets. Ok, merci. Donc, Jean-Daniel m'a soufflé ma conclusion, donc c'est très bien. Écoutez, moi, ce que je tenais à préciser simplement, c'est que nous avons été à peu près 70 sur ce webinaire. Je suis très heureux d'avoir pu au moins essayer de participer à la diffusion d'une information, de retour d'expérience sur ce thème management d'innovation qui est, comme je l'avais dit en conclusion de ma première partie,
est assez passionnant. C'est quand même très, très intéressant à mener. Et donc, on reste à votre disposition et peut-être éventuellement pour faire un peu de teasing, d'ici quelques semaines, peut-être un nouveau webinaire Management Innovation sur un thème différent. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci Pascaline, merci Alexandra et merci JD. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bon après-midi.